C'est le 35e numéro des Technos qu'on vous propose cette semaine. Vous en doutez si vous avez suivi le numéro 34, c'est forcément le 35, dans lequel on va vous parler de Deezer et de Spotify qui bientôt vous proposeront peut-être le numéro 36, le numéro 37, le numéro 38, puisqu'ils prennent les podcasts en charge très prochainement. Et pour parler de tout ça, on a avec nous d'un côté Marc, bonjour Marc, et puis de l'autre Sébastien, pris un peu de cours. On va parler de plein de choses, et avant toute chose, bien entendu, le courrier des lecteurs. Alors vous avez été très nombreux évidemment à suivre cette édition spéciale, ce hors-série concernant la Surface 3 avec Marc la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de commentaires, on vous en remercie d'ailleurs, du bien, du moins bien, du positif, du moins positif. Enfin bon, ça c'est toujours la lutte entre les pro Apple et les pro Microsoft. Ça, c'est assez logique. C'était d'ailleurs le cas de Dominique qui nous faisait une remarque sur cet état de fait, entre guillemets, et puis également de ANTP. Alors, je sais pas. C'est Antoine. Ah, c'est Antoine. Ah, c'est Antoine. On le connaît, c'est un d'accord. Ouais, voilà. Bah, si c'est un de vos amis, vous n'avez qu'à lui répondre. Envoyez-lui une lettre ou je ne sais pas. Antoine, merci en tout cas pour le commentaire. Donc, on y répondra. Enfin, il y a matière à réponse ou pas? Je me tourne vers vous. Oh, il y a matière à répondre rapidement, effectivement. Mais quelle était sa question, enfin sa remarque générale? Antoine argumente surtout sur le fait que, bon, par rapport au développement que j'avais fait sur l'interface métro qui n'était pas toujours utilisable et pas toujours ergonomique par rapport à ce qu'on trouve sur Android et sur iPad, oui, effectivement, il a raison dans le sens que Microsoft doit continuer à maintenir une base existante tout en essayant d'évoluer vers une interface pour laquelle ces machines n'étaient pas, enfin, son OS n'était pas prévu à la base. Et oui, on est conscient qu'il y a des contraintes, mais n'empêche que ces contraintes auraient pu être géré de manière plus fine, et j'en veux simplement pour preuve que j'ai eu l'occasion de tester tout récemment la dernière developer build de Windows 10 sur une machine virtuelle mais en mode tablette, et il y a déjà beaucoup de progrès. D'accord. Par contre, petite parenthèse rapide, j'ai également eu l'occasion de tester pour la première fois le nouveau browser de Microsoft. Et il y a encore du boulot. Voilà, on va s'arrêter à dire ça. Il y a simplement des propriétés CSS, mais élémentaires, qui sont rendues n'importe comment. Donc, on va dire que c'est du work in progress. Oui, on va dire ça. Il avait également émis on avait parlé de ça, en plus, du fait que la différence entre l'OS mobile et l'OS, on va dire, d'ordinateur classique, que finalement, c'est un tort, qu'Apple a tort, que c'est mieux Microsoft, etc. On a débattu de ça déjà avec Benoît lors de ce hors-série, que je vous invite à aller écouter si vous n'avez pas encore fait. Il y a deux écoles, soit un OS unique pour toutes les plateformes et on a les problèmes qu'on vient de citer par exemple, et puis ou alors le système à la Apple entre guillemets, un OS pour le mobile, un OS pour les autres devices avec un écosystème commun. Ça, voilà, chacun trouve le bonheur là où il veut. C'est un petit peu ça l'idée. Un autre commentaire de Renaud qui expliquait que manifestement le temps de boot sur la Surface 3, oui, ça prenait un petit peu de temps. Par contre, une sortie de veille, ça devrait aller relativement vite. Oui, enfin, c'est comme un Windows de base. Un Hibernate, ça va aussi aller plus vite qu'un boot de base. Mais la veille, par définition, on consomme. Donc, effectivement. Donc, voilà. Ce qu'on a sorti de la fois passée, lorsqu'on a fait le test, que j'ai fait remarquer qu'effectivement, ça prenait un petit peu de temps, c'était une sortie d'hibernation. Ben oui. Et les sorties d'hibernation, pour ceux qui ne connaissent pas l'hibernation, en fait, ils stockent le contenu de la RAM sur le disque. Et après, quand ils relancent, il doit relire tout le contenu de la RAM pour la mettre du disque. Donc, mais c'est une espèce de buffer, en fait. Il va pas tout enregistrer, quoi. Il enregistre tout ce que tu utilises, tout il fait un dump de ta RAM. Okay. Voilà. Et là, par contre, l'Hibernate, il coupe réellement la machine. Donc, tu peux utiliser ça sur le portable. Ça, on peut configurer dans les power settings que quand tu closes, tu le fermes, le clapet de ton portable, ça se met en Hibernate, ce que je fais tout le temps. C'est extrêmement pratique. Et c'est beaucoup mieux que la veille, mais ça prend un peu plus de temps. Sur YouTube, il y a TigerFab 5025 qui nous écoutait dans une autre vie. Bienvenue dans cette vie-ci. Et donc, il faisait également un commentaire par rapport à la lecture des flux RSS
RSS, je pense qu'effectivement, Marc, lors du test de la Surface 3, tu avais évoqué l'application que tu utilisais préférentiellement pour lire tes flux RSS. Lui proposait une autre solution qui était NextGen Reader, qui est très bien adaptée puisque prêt pour les Universal Apps. On a déjà parlé des applications qui fonctionnent tout aussi bien en mobile que sur un device classique. Je pense qu'on avait parlé de ça avec Sébastien ou avec Marc, je sais plus. En tout cas, voilà, c'était sa suggestion. Je sais pas si vous connaissez cette application, les petits amis. Non, pas encore, mais merci à TigerFab parce que je vais essayer directement. Comme j'avais dit, l'application que j'utilise principalement sur la Surface, c'est Flipboard parce qu'il est installé d'origine, mais sinon, j'ai toujours une préférence nettement marquée pour mon bon vieux reader sur iPad. Et bon, voilà, je vais voir si NextGen Reader peut remplacer cet outil qui, franchement, me suit depuis un paquet d'années déjà. On va sortir de ce tunnel consacré à la Surface 3, il y a un peu trop justement, la Surface 3 avec un commentaire de Lucas. Alors, il a accroché une phrase de Benoît, j'aime beaucoup, parce que Benoît avait dit, entre guillemets, si on accepte qu'il y a des tas de gens qui se contentent de ce niveau de qualité-là, je trouve que l'idée est bonne, en parlant de la Surface 3 en l'occurrence. Alors effectivement, sorti de son contexte, Lucas trouve que, en tant que fan d'Apple, la réflexion était un peu condescendante. Donc Benoît s'en est expliqué en commentaire sur YouTube, si vous voulez, sur notre page YouTube, sur notre chaîne, en regard de ce commentaire sous la vidéo de la Surface 3. Benoît s'en explique et les choses sont rentrées dans l'ordre. Il n'y a pas de raison de se taper dessus, effectivement, et voilà. Voilà pour ce qui est de la Surface 3. Et merci également à Lucas. Tout à fait autre chose, le mini PC Voyo que tu avais testé pour nous, Seb. Effectivement, Fab nous demande si on sait installer un Windows 7 ou un futur Windows 10. Voilà, c'est ça, oui. Et écoute, pourquoi pas, hein. Après tout, c'est un PC, et si on a envie d'installer un Linux dessus, pourquoi pas, on sait le faire, mais c'est un simple PC avec un petit disque, une petite flash dedans, donc tu mets une clé USB et tu peux installer ce que tu veux dessus. Sauf que là, il y a une licence pour Windows 8 de base avec Bing gratuitement, donc... Normalement, Windows 10, ça devrait fonctionner aussi, à terme. Il n'y a pas de raison. Si on a envie de mettre une Debian, on peut mettre une Debian dessus. C'est juste que cette version-là est vendue avec du Windows. Je me demande s'il n'y a pas déjà aussi d'autres versions avec du Linux. D'accord. Il y a une version avec Linux, il y a une version avec Android, il y a une version avec Windows 8.1, la version Bing. Par contre, effectivement, comme on sait, Windows 10, il y aura des déclinaisons pour les thin clients, donc les machines qui ne sont pas trop puissantes. C'est typiquement le genre de bécane sur laquelle on pourrait installer une distri en Windows 10. Voilà pour, et on pourra faire la mise à jour en natif directement. Voilà, et donc voilà pour la réponse pour Fab Martin, donc en commentaire par rapport à ce hors-série consacré au mini-PC Voyo. Vous irez également voir sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore vu. Puis on a eu un dernier commentaire par rapport à l'épisode 34 la semaine dernière. On vous avait présenté l'USB+, qui est une espèce de hub, enfin c'est un hub, justement, ça s'appelle Hub Plus et pas USB+, mais consacré à l'USB-C, vous savez, le port que l'on retrouve sur le nouveau MacBook. Et c'est un commentaire en anglais qui nous explique en gros qu'il n'y a aucune preuve que leur hub en question fonctionne. Ça, c'est le genre de troll. On en a un petit peu discuté en off avec Sébastien et Benoît. C'est le genre de personnage qui d'abord n'a aucune existence sur Internet, donc c'est forcément un pseudonyme de quelqu'un qui n'a pris ce pseudonyme que pour porter un commentaire négatif en l'occurrence. Ça, il y en a des tas, Sébastien. Oh, tu veux expliquer ce que c'est un troll? Non. Moi, sur le troll, j'étais plus sur celui qui relevait la remarque de Benoît sur la condescendance d'Apple. Enfin, ça, c'est assez drôle. Ici, il y a plein de choses qu'on n'a pas de l'explication qui marche. C'est un peu le principe du podcast ici. On essaye de vous montrer parfois des produits qui vont sortir dans 6 mois ou dans 1 an. Et ce plus, si je me rappelle bien, c'était du Kickstarter. Donc, c'est ça, en plus. C'est du prototype. On n'est pas sur du produit fini. J'irai jusqu'à dire que il permettait les connectivités USB 2 quand on a enregistré. À la suite de l'enregistrement, Benoît a eu confirmation qu'ils aboutissaient à une des sorties sur USB 3. Et donc voilà, c'est en cours, à suivre évidemment, et puis on verra ce qu'il en est au final. Voilà, je viens de perdre un écran, c'est pas grave. On va continuer.
On a fini avec le courrier des lecteurs. Je pense que voilà. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages via YouTube, via notre blog, via Facebook ou Twitter. Aucun souci, on y répondra avec plaisir. Là, on en a reçu un paquet cette semaine. On va passer à la lettre A pour bien démarrer ce numéro 35. A comme Apple, évidemment. Et on commence avec Marc, puisque tu vas nous parler de Apple qui arrête la télé avant même d'avoir commencé, en fait. Grosso modo, oui. L'annonce est tombée il y a 2-3 jours. Apple abandonne, alors je dis abandonne temporairement, son projet de télévision connectée 4K. Et en fait, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils vont se reconcentrer sur l'Apple TV. Oui. Pour la doter d'une nouvelle déclinaison. Alors, on se rappelle qu'Apple avait annoncé originellement la sortie de son téléviseur Ultra HD connecté en 2016. Ben voilà, ce ne sera pas le cas. Tous les ingénieurs qui ont été assignés à ce projet ont été réassignés à d'autres secteurs dans la société. Ben voilà. Par contre, ce qu'on sait, c'est que vraisemblablement, d'ici la fin de l'année, on aura une nouvelle version de l'Apple TV qui sera peut-être simplement le choix qu'Apple aura fait pour s'incruster dans le marché de la télévision. D'accord. Il faut dire qu'Apple arrive peut-être un peu tard déjà par rapport à tous les efforts que Google a fait et a consenti sur Android TV, qui commence vraiment à bien maintenant se développer après les couacs et les errements qu'on a connus quelques années plus tôt. Donc peut-être voilà, c'est un changement stratégique. Il faudra vérifier dans les mois qui viennent, mais c'est pas un changement qui a l'air idiot, au contraire, c'est un changement qui a l'air d'avoir du sens. Puis, aussi une question de tarif, on ose imaginer, enfin quoique il s'arrête rarement aux questions de tarif, on peut en parler. Oui, mais enfin bon, quand tu vois... Oui, mais quand tu vois qu'une télévision classique connectée aujourd'hui en Ultra HD commence à être disponible aux alentours des, je sais pas moi, 700-800 euros. Oui, c'est ça. Dans ces eaux-là. Voilà, 800 euros, c'est déjà du semi-haut de gamme. Apple, avec leur politique tarifaire, un truc pareil, on aurait pu le voir débarquer à du 2000 euros, quoi. Donc, je fais juste une parenthèse parce que c'était pas dans la liste de nos sujets, mais c'est arrivé cette semaine. Tous les tarifs ont augmenté. Je sais pas si vous avez vu sur l'Apple Store. Tout a augmenté entre 50 et 400 euros d'augmentation, par exemple, pour le Mac Pro, qui s'est pris quand même 400 ou 500 euros d'augmentation d'un coup. C'est quand même une belle flambée des prix, mais on s'y attendait avec les différences de cours euro-dollar. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Donc on aura certainement l'occasion de revenir là-dessus, mais dans d'autres circonstances. Marc, on retourne chez toi pour parler de cette amende que Samsung devrait payer à Apple et qui serait revue à la baisse. Alors il faut remettre peut-être les choses dans leur contexte. Dans quel cas de figure Samsung est obligé de donner de l'argent à Apple? On se rappelle certainement ce fameux méga procès qui avait eu lieu entre Apple et Samsung durant l'été 2012, qui avait fait couler beaucoup d'encre, dont on avait évoqué d'ailleurs les tenants et les aboutissants dans un autre podcast dans une autre vie. Oui. Et donc la justice californienne avait estimé à ce moment-là que le fabricant coréen avait copié servilement Apple et en lui infligeant une amende record de près d'1 milliard de dollars. Et finalement, en fait, la Cour d'appel de Washington est revenue récemment sur cette sanction. Et bon, Samsung est toujours coupable. Je pense que les preuves qui étayaient ce jugement étaient suffisamment solides que pour prouver qu'il y avait eu effectivement copie. Par contre, la justice américaine a statué que Samsung n'a finalement pas copié le design fondamental des smartphones Apple et a jugé que Apple ne pouvait pas revendiquer la propriété d'un smartphone rectangulaire avec les coins arrondis. Ouais. Donc ça, c'est bien déjà pour le marché en général, mais surtout ça va être bien pour Samsung parce que du coup, la fameuse amende en question va être réduite d'à peu près 400 millions. D'accord. Alors, ça fait cher le smartphone à coin arrondi, mais c'est bien pour leur caisse. Voilà. Oui. Et ceci n'est pas un iPhone 6. nous dit-il en nous montrant. C'est un téléphone qui glisse aussi d'ailleurs. Nous dit-il en nous montrant un Samsung Galaxy S6, effectivement. Oui. Oui. Par contre, si je peux me permettre un dernier, parce que je vois qu'on arrive déjà à la fin de la rubrique A. Oui, c'est vrai. Apple. Donc je voudrais juste un petit truc, un petit cocorico en plus. Si vous vous amusez à bidouiller, allez sur un certain blog d'une société. Je te vois venir. Oui. Non, très sérieusement, ouais. Sur le blog de Fidelity, on a posté un article, vous pouvez le trouver sur le blog, sur Facebook ou que sais-je, où on vous explique tous les détails du connecteur Lightning. Et en fait, parce qu'on a pour
Bon, très résumé, on avait besoin, nous, de pouvoir parler avec un iPad sans avoir le matériel pour, c'est-à-dire la petite puce gentille d'Apple qui dit qu'on a le droit d'utiliser ce câble Lightning. Et donc, on était parti d'un projet d'un Français, je pense, qui avait déjà commencé à expliquer comment fonctionnait le câble Lightning. On a été un petit peu plus loin et nous, on a réussi à établir une connexion série pour envoyer. Bon, c'est pas très rapide, hein, ça fait 57 000 et des poussières bits par seconde, donc bon, on est dans les cavernes, mais c'est possible. Donc c'est possible. Il y a le code source est dispo pour les hackers. Amusez-vous. On va mettre ça en lien. On fera un petit billet de blog chez nous aussi, hein, sur le blog des technos. Il n'y a pas de souci. Si vous aussi, chez vous, hein, vous avez des bidouilles un peu particulières à partager et que vous ne savez pas comment les partager, on est ouvert. Hein, il n'y a aucun souci. Vous pouvez venir nous trouver et ça ira très bien comme ça. B comme bidouille, bien justement. Bidouille avec. Alors il faut peut-être mettre les choses dans le contexte là aussi, Sébastien. En Belgique, on a la possibilité, quand on a une voiture, quand on a une nouvelle voiture par exemple, de changer de plaque d'immatriculation et d'avoir une plaque personnalisée, mais très personnalisée. Hein, ça peut être pas qu'en Belgique, hein. Pas qu'en Belgique, mais au Luxembourg aussi. Au Luxembourg aussi. Ah oui, au Luxembourg aussi. Oui, c'est vrai. Au Luxembourg, ça coûte genre 50 €. D'accord, ok. Enfin, en tout cas, chez nous, ça coûte plus que ça, je pense. Ça coûte 1 000 €, je pense. 1 000 €. Et on peut mettre son prénom, enfin, s'il n'est pas encore pas déjà utilisé. J'ai vu des plaques maman. Ouais, c'est ça. La lettre M, par exemple, c'est de chanteur, peut-être. Bref, voilà. Et donc, ces plaques, il y a toute une histoire avec ces plaques, en fait, que tu vas nous raconter, nous expliquer. Alors, avant de vous expliquer ça, je vais en arriver à la technologie des radars. Oui. Si on prend un radar, le radar, il voit que vous allez trop vite. Pas de bol. Pas de bol. Il fait une photo de votre petite voiture. Voilà. Hein, parce que bon, c'est automatisé. Faut pas croire qu'on a mis quelqu'un dans la petite boîte à chaque fois. Non. Donc, il fait la photo, c'est traité informatiquement. Et en fait, que fait le logiciel derrière? Il reconnaît les textes. Et il cherche des patterns. Le pattern, c'est en Belgique, il va chercher un chiffre, 3 lettres, 3 chiffres. C'est ça. C'est ça plus ou moins ce qui est maintenant, plus les plaques précédentes avec 3 lettres, 3 chiffres qui sont plus ou moins dans le désordre. Ouais. Et il cherche ce pattern et grâce à ça, il se dit ça, c'est certainement le numéro de plaque. C'est ça. Faut croire qu'il est plus intelligent qu'un bête OCR. Quand vous mettez une feuille dans votre scanner, c'est ça, hein, il fait une photo et il reconnaît les textes. Et quand il a trouvé ce pattern, il se dit c'est lui qui roulait à 140 sur l'autoroute, pas de bol, on lui envoie le PV. Ouais. Sauf que, évidemment, maintenant, avec des plaques personnalisées, il y a des gens qui ont des plaques qui s'appellent Lotus, qui s'appellent Audi, qui s'appellent Ford. Et c'est le même nom que la voiture, donc le radar, il perd un peu la boule, il se dit, non, ça c'est pas le numéro de plaque, ça c'est la marque de la voiture. Et donc, donc là, il est un peu perdu. Alors, ça, c'était l'annonce d'aujourd'hui, d'ailleurs. Effectivement, on disait que certains radars tronçons avec le ANPR, donc c'est l'automatique, les trucs reconnaissance de plaques, bref... Marc me trouvera peut-être. Peut-être. Et donc le système débloque parce qu'il n'arrive pas à les retrouver. Et donc certains radars tronçons flash mais ne savent plus utiliser ces plaques. Alors ça veut pas dire que si le mec il est parti à 180, l'amende va pas passer, hein, parce que manuellement quelqu'un peut toujours lire cette plaque, mais automatiquement il y a de gros problèmes. Alors notre cher Marc, l'autre écran, pensait que c'est facile, un petit correctif, celui-là, un petit correctif et on est parti. Malheureusement, moi en tant que développeur, je suis un petit peu plus sceptique sur la facilité de pouvoir contourner ce genre de problème. Parce que, c'est une plaque, il sait qu'il y a des chiffres qui sont rouges chez nous, mais c'est pas le même dans tous les pays, donc il peut pas se baser là-dessus, il peut pas se baser sur la taille du fond, parce que la taille du fond... Il est variable aussi. Il est variable suivant que la voiture, il est flashé à X mètres, donc il ne peut pas non plus rêver là-dessus. Donc ça me semble pas si évident. Il faudrait changer toutes les plaques et y mettre un identifiant quelque part, enfin d'une manière ou d'une autre, pouvoir dire au système, c'est à partir de là que tu lis, quoi. En gros, c'est ça l'idée, quoi. Oui, et ça me semble pas toujours aussi facile. Alors c'est vrai que maintenant les plaques belges, ils ont le petit B bleu sur la gauche, et je pense que ça c'est réglementaire, on a tous la même chose. Donc ils pourraient essayer de se rebaser là-dessus pour retrouver le pattern, mais c'est pas trivial. Pour moi, c'est
pas aussi facile que ça. Ce système est utilisé aussi quand vous êtes à l'arrêt, hein, pas uniquement quand vous êtes flashé. Par exemple, ils font des passages comme ça dans les rues. J'ai vu ça en Wallonie pour vérifier si vous êtes en ordre d'assurance, des choses du genre. C'est ça. Alors, ils scannent à la série les voitures qui sont stationnées, quoi. Oui, il y a des villes en Belgique, Mechelen, si vous rentrez à Mechelen, vous devriez faire attention, il y a des caméras partout. Vous ne savez pas rentrer à Malines sans être filmé. Ouais. Et ces caméras, effectivement, vérifient tout ce qui est automatiquement quand vous avez une assurance, que vous avez payé tous vos PV, etc. Ouais. Et si c'est pas le cas, il lance automatiquement. Là, il lève le pont-levis. Non, mais il y a un motard qui débarque en quelques minutes. Ouais. Donc Malines est une ville bien surveillée là-dessus. Au niveau smartphone, si vous voulez vous amuser, vous cherchez ANPR sur Android. Il y a des softs qui existent tout à fait libres qui vous permettent de faire de la reconnaissance des plaques. C'est pas une technologie qui est rocket science, hein, donc ça existe. Et libre de tout ce que vous voulez. Donc il y a moyen de s'amuser. Comme quoi, hein, tout évolue. Moi, quand j'étais gamin, on notait les numéros de plaques. Voilà. Bon, voilà. On va parler d'Arduino, Seb. Arduino, qui est capable de... Non, c'est pour Marc, c'est ça? Ou tu me fais signe, Marc? Non, oui, mais moi je voulais juste revenir rapidement sur un truc sur les radars. Oui, vas-y. Déjà, répondre à Sébastien qui me demandait ce que voulait dire ANPR, ce qui veut dire Automated Number Plate Recognition, voilà, tout bêtement. Et par contre, il faudrait quand même préciser que ce petit bug des radars ne fonctionne évidemment que sur les radars tronçons qui utilisent cette technologie. Sur les vieux radars classiques, c'est pas la peine de filer comme un bourrin à 380 avec votre plasque maman je t'aime, ça sert à rien. Vous serez flashé quand même. Voilà, donc c'est bien de le rappeler aussi. Non, je suis désolé, je suis pas si sûr de ça. Parce qu'ils disent effectivement ça a été clairement dit, n'empêche. Ça a été clairement dit que le radar tronçon, il va pas réussir à rematcher la même voiture et donc il est cuit. Sur le radar automatique, il va prendre la photo, mais il va avoir quand même un certain mal à retrouver la plaque aussi. Donc peut-être que c'est traité manuellement par la suite. Ouais, peut-être qu'il y a probablement. Un peu comme à la poste, quoi. Voilà, on n'a pas réussi. Quand on ne sait pas lire, il y a une petite main qui lit. Voilà. Mais ils doivent avoir les mêmes problèmes de reconnaissance. Ok, là c'est fait, on a dit tout ce qu'il fallait. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra, mais la semaine prochaine. Arduino, donc capable de casser du code, casser aussi des accès, comme par exemple un cadenas, mais un vrai cadenas réel. C'est possible. C'est possible, et même c'est plus que c'est possible, Samy l'a fait. Voilà. Si Samy l'a fait. Samy a cassé un cadenas, enfin pas cassé, mais il est arrivé à ouvrir un cadenas à code avec une Arduino et un peu de matos autour quand même. Hein. Oui, bon voilà, c'est pas fait, ça n'a pas été fait en 2 minutes, mais donc il a joué un peu, une imprimante 3D, quelques heures probablement, quelques jours, et il réussit à ouvrir un Master Lock. Je sais pas ce que c'est comme marque de cadenas, peut-être un peu connu, je sais pas. Ça a l'air costaud en tout cas. Ça a l'air assez costaud, et en fait. C'est le type de cadenas où quand vous tournez, vous entendez un petit clic au moment où c'était le bon moment. Et c'est là-dessus qu'il se base avec son Arduino et pour faire tourner le cadenas et essayer les combinaisons, parce que effectivement si on fait un brute force c'est possible, hein. Donc le brute force c'est juste essayer toutes les combinaisons, voir si ça s'ouvre à chaque fois. Manuellement ce serait fatigant, mais comme ici avec un Arduino on fait lever un petit bras à chaque fois pour essayer si le cadenas s'ouvre. On laisse tourner ça quelques heures et on est parti avec le vélo. En rue, si c'est pour voler un vélo, ça va prendre c'est pas jouable. Sauf qu'ici, grâce à une faille effectivement dans ce petit cadenas, au lieu d'avoir je ne sais plus combien de combinaisons, il en a maximum 80 à tester. D'accord. Donc ça fait 5 minutes pour réussir à casser ce cadenas. Donc c'est amusant parce que c'est totalement inutile et le mec il a un peu joué sur sa technologie. Mais c'est pas avec ça qu'il va aller voler votre vélo, mais ça montre... Non, c'est un exercice de style, quoi, en gros. Voilà, tout à fait. C'est un exercice de style et en fait, voilà, peut-être que demain, la science-fiction de celui qui passe la carte pour rentrer chez vous en essayant tous les codes, on n'est plus si loin. Oui, c'est moyen. Vrai.
c'est marrant parce que c'est le genre de truc, je pense que j'ai vu ça dans un film où il y avait forcément des cambrioleurs, où ils avaient des gadgets pas possibles, et ça fonctionnait, donc c'est plus de la science-fiction, c'est possible quoi aujourd'hui de casser ce type de code relativement facilement quoi. Voilà, c'est possible, faut programmer un peu, et le matériel qu'il utilise est pas très cher. Et bien comprendre la logique du truc qu'on veut casser quoi. C'est surtout ça l'idée. Oui, c'est ça, où tu essayes toutes les combinaisons. Hein. Oui, c'est vrai. Ça peut prendre un peu de temps par contre. Oui, mais bon, voilà. On a le temps. On va parler de toute autre chose. Avec Marc, on va parler d'un truc qui, moi, m'a vraiment bluffé. Et je pense que ça en a bluffé plus d'un parce que la vidéo a été partagée de manière virale sur tous les réseaux sociaux. On va parler de Lily, Marc. Lily, c'est un truc qui, moi, effectivement, m'a bluffé monstrueusement. Alors, à la base, c'est un truc qui est destiné probablement à tous les fans de sport extrême et de sport tout court. Ouais. Et moi, qui suis, comme vous le savez, un énorme sportif, ben, ça m'a bluffé et j'ai envie d'en avoir un, absolument. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est terrible. Alors, depuis, il apprend à courir. Voilà. Lily, c'est une caméra dans un drone. Voilà. Alors, c'est pas une caméra kéké comme on trouve dans les Parrot ou les drones vendus dans les grandes surfaces. Non, c'est quand même un truc qui peut enregistrer du 1080p à 60 images secondes ou du 720p à 120 images secondes, qui embarque une caméra de 12 mégapixels, un bel angle de vue, un port micro SD, mais à la base c'est un drone. C'est un petit drone qui pèse 1 kg, qui est couplé avec un petit récepteur GPS que vous collez dans votre poche ou dans un petit bracelet, et vous avez juste à prendre le drone en main et le lancer en l'air, et il va simplement vous suivre en restant orienté vers vous. Ouais. Alors il peut vous suivre, il peut aller devant vous, il peut faire des révolutions autour de vous. Ce truc a une autonomie de 20 minutes. Il est équipé d'un paquet de capteurs, de stabilisateurs qui assurent vraiment une prise de vue la plus coolée, la plus stable possible. Mmh. En plus, il est étanche. Oui. Il est IP67, donc autrement dit, vous pouvez le balancer dans l'eau. Il n'y aura aucun problème. Truc qui est encore beaucoup plus sympa, quand vous avez terminé votre prestation, il suffit de tendre les bras et il revient se poser dans vos mains gentiment. Il peut aller à une vitesse maximale de 40 km/h, il peut monter à 30 mètres, il peut être à 30 mètres de vous et il peut monter à une hauteur maximale de 15 mètres. Alors, pour l'instant, c'est encore un proto. Oui. Même si apparemment le proto, d'après la vidéo qu'on voit, est assez bien avancé. Il devrait être disponible en février 2016 pour le coût de, alors là ça fait un peu glup, $1000. Oui, quand même. Ouais. Mais par contre, pour l'instant, il est en précommande à $500. D'accord. Voilà. Moi j'ai trouvé ça, c'est génial parce que on parlait de trucs qu'on a vus dans les films de science-fiction, là, encore une fois, oui. Les hélices en plus, hein, parce que dans les films de science-fiction on n'a plus besoin d'hélices, tout ça, ça disparaît, mais c'est un peu le même principe. Enfin, c'est ce drone qui t'accompagne où que tu ailles et surveille ce que tu fais, c'est quand même relativement bluffant. Il est limité en vitesse, hein, c'est 40 km/h maximum, je pense. Donc si vous faites du sport extrême, enfin suivre la voiture, ça va pas être possible, par exemple. Non, mais par contre te suivre en vélo ou te suivre sur un parcours de bike, oui, c'est tout à fait. Par exemple, ouais. Non, c'est vraiment bien conçu et des drones qu'on lance en l'air et qui se récupèrent et qui repartent tout seuls derrière, j'en avais déjà vu, mais des beaucoup plus petits. Donc ça, c'est une technologie manifestement qui est bien gérée avec des accéléromètres et des choses du genre. Non, c'est vraiment bien. Je sais pas ce qu'en pense Seb. Moi, je trouve que c'est drone. Oh non, elle a un look assez sympa, ce truc. Bah, c'est plus qu'un look, parce que le look. Elle a vraiment une bouille, quoi. Oui, mais sinon, c'est un drone avec une caméra qui vous suit, donc faut pas non plus. C'est beaucoup de marketing, mais elle a un look assez sympa, donc le truc est réussi. Mais ils ont l'avantage d'avoir été les premiers à le faire, ça, ce truc-là. Donc voilà, ça c'était Lily. Pour le ski, c'est aussi certainement moins dangereux qu'une caméra sur la tête. Oui, ou qu'une perche. Voilà. Ou qu'une perche. Parce que j'en ai vu skier avec des perches. Hein. Oui, des perches selfie, bien sûr. Oui, c'est ça. Et donc là, c'est pour éborgner ou pour embrocher un passant, c'est idéal également. On retourne chez toi, Marc, pour parler de voiture. Alors, on avait déjà évoqué ça avec Sébastien ici, la voiture connectée, hein, en parlant de l'OBD Link. C'était notre tout premier, ou un de nos premiers hors-série. Je vous renvoie... un des tout premiers. Un des tout premiers, ouais. C'était au mois de septembre, octobre de cette année. Peut-être, aux alentours du mois de décembre, je ne sais plus. Quoi qu'il... On reparle de ce principe, Marc.
Oui, on reparle de ce principe avec une boîte qui s'appelle Automatic et qui vient de lancer en fait la 2e génération de son adaptateur OBD qu'ils essayent de présenter en fait comme le Fitbit de la voiture. Donc je m'explique. À la base, c'est un module OBD qu'on branche sur le port OBD Link de sa voiture. Donc je rappelle, disponible normalement sur toutes les voitures produites après 92, qui donne un accès à l'électronique de bord et également à toutes les informations qui s'y trouvent. Donc vous avez accès effectivement à beaucoup plus d'informations que ce que votre ordinateur de bord classique va vous délivrer. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que au-delà du simple capteur d'activité et au-delà du simple capteur qui va se synchroniser avec une application sur votre téléphone, iPhone, iOS, iPhone, Android ou éventuellement Windows Phone, je ne sais pas si ça existe sur cette plateforme-là, en Bluetooth, voilà, ici, il y a un petit aspect supplémentaire qui est qu'ils ont un SDK qu'ils ont ouvert et qui va permettre de faire une connexion avec une foule d'applications. Et c'est là que ça devient un peu amusant parce que votre voiture devient un objet connecté, mais connecté non seulement par rapport à votre téléphone, mais par rapport à une foule d'autres choses. Exemple simple. Si vous avez une application, si vous avez l'application installée et le Bitonio installé sur votre voiture, vous pouvez lier directement le truc avec l'application Nest et dire quand j'allume ma voiture et que je quitte tel endroit, allume le chauffage chez moi. Vous n'avez même pas y penser, c'est fait tout seul. Vous pouvez avoir un pairage avec l'application IFTTT, donc qui permet d'automatiser une foule de choses. Et donc, vous pouvez déclencher une action lorsque vous arrivez, lorsque vous démarrez la voiture, lorsque vous l'éteignez, etc., lorsque vous allumez la climatisation, enfin, toute une série de choses. Vous pouvez également avoir accès à des applications qui gèrent du covoiturage et à ce moment-là, en fonction du nombre de kilomètres parcourus, de la consommation de carburant, l'application calculera les frais de partage de covoiturage avec précision. Vous pouvez également avoir une application de guidage qui va automatiquement prendre le relais si elle détecte que la voiture arrive en réserve carburant et la navigation vous aiguille automatiquement vers la pompe la plus proche, etc. Donc, c'est vraiment une étape supplémentaire par rapport au simple adaptateur OBD qui va vous donner toutes les infos classiques, mais vraiment ça ouvre un écosystème assez sympa. Dernier exemple, et c'est un de ceux qui est mis en exergue sur le site, si votre petit Bitonio détecte que votre voiture a un problème, elle peut prendre directement rendez-vous pour vous chez votre concessionnaire ou chez votre garagiste. D'accord. Voilà, c'est assez sympa. On avait déjà évoqué toutes ces idées-là avec Seb. Moi, je me rappelle bien de ce numéro hors série, Seb. Tu en avais parlé d'ailleurs de ces possibilités futures où, moyennant un petit hack ou de la bidouille de développeurs, d'arriver à ce type de résultat. Oui, alors c'est possible, vu que l'OBD, c'est un truc qui est ouvert, donc il n'y a pas de secret là-dessus. Suffit de se connecter en Bluetooth, suffit, entre guillemets, pour un développeur, et puis d'aller chercher les infos qu'il nous faut. Donc, n'importe quel OBD à $10 vous permettrait de faire ce genre de choses. Ici, ils vous vendent un OBD à $100 pour l'accès à la plateforme. Ouais. Donc, c'est pas mal parce que pour $100, vous avez déjà accès à toute une série de triggers pour vous générer des actions. Oui, et puis ça s'adresse à des gens qui ne sont pas nécessairement des informaticiens ou... C'est ça, ici c'est juste quelques clics et c'est parti, et il y a moyen de le faire. Donc le concept est pas mal, ça va un petit peu plus loin, ça simplifie un peu le concept, l'OBD pour monsieur tout le monde, c'est pas mal du tout. Maintenant, il faut espérer qu'ils continuent à développer certaines applications, parce que je regardais ce qui était disponible, il y en a déjà une dizaine d'applications, mais quand on voit le Yo, donc pour juste envoyer un Yo quand tu arrives quelque part. C'est d'une utilité douteuse, d'accord. Voilà quoi, Yo. Pour l'instant, en fait, le SDK a été utilisé par 26 sociétés. Donc, il y a effectivement une vingtaine de sociétés qui ont déjà sorti soit une application définitive, soit un proto d'application. Mais à terme, ils espèrent évidemment susciter un enthousiasme beaucoup plus important et une adhésion beaucoup plus importante de la part de la communauté. On va voir jusqu'où ça va aller, parce qu'il y a aussi un aspect sécurité qui rentre en ligne de compte également, si j'ai bien compris. On peut toucher à des centres névralgiques du véhicule via ce protocole. Le seul truc qui est embêtant, je dirais, à ce stade-ci, c'est que quand tu regardes les applications qui sont disponibles, c'est une majorité d'applications iOS, encore une fois. D'accord.
Donc le monde Android est un peu laissé de côté. Ce qui est un petit peu dommage. Oui. C'était la question. Sinon, effectivement, il n'y a rien du tout sur Android parce que sinon c'est attesté avec un simple OBD pour voir si on peut s'y connecter. Hein, parce que leur bidule n'est qu'un OBD qui est connecté ensuite, soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi, donc c'est à tester. Oui. On testera, j'en ai commandé un, donc on verra. J'en ai précommandé un, oui. Okay. C'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est le geek. On ne recule devant aucun sacrifice. Non, il a une nouvelle voiture, il faut qu'il la connecte. Surtout que la sienne est déjà tellement connectée. Oui, c'est vrai, en plus, j'arrive à lire mes mails sur ma voiture. Elle roule toute seule, c'est magique. Elle roule toute seule aussi. Après B comme bidouille, après B comme bidule, voici le B comme business. Ou Brouzou. Ça dépend. Seb, Peeble serait financièrement dans le rouge. Rappelle-nous, Peeble, ils font quoi? Alors, Pebble, c'est ceux qui font des objets connectés, les montres, voilà, majoritairement. Voilà. Donc voilà, ça c'est et qui ont eu un gros succès, c'est pour ça que l'info est étonnante en fait, c'est parce que ils ont un vrai succès. Oui, ils ont eu un énorme succès sur Kickstarter, je vais y arriver, avec une campagne de plus de 20 millions de dollars, donc c'était important, mais 20 millions de dollars sur la plateforme, ça leur en laisse 18, donc ce qui est quand même toujours très raisonnable. Oui. Mais apparemment, ils arrivent en fin de cash, donc ils ne doivent pas s'inquiéter pour ceux qui ont commandé des montres, parce que les 18 millions de dollars, normalement, ne sont livrés à Pebble qu'à partir du moment où c'est produit et envoyé. Hein, c'est le principe de Kickstarter. Ouais. Il y a des autres plateformes similaires. Mais ils ont dû aller gratter. Ils ont été chercher chez des VC, donc des venture capitalistes, des sous-sous. Ouais. Et les gars ont dit non, on vous donne pas €1, ni $1. Et donc ils ont été pleurés dans une banque pour avoir 5 millions et donc en crédit et 5 millions en ligne de crédit, donc pouvoir descendre en dessous de 0 sur son petit compte. Ouais. Donc ils ont été grattés pour 10 millions de dollars pour ne pas fermer la boîte. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant. Donc il y a une série d'employés qui se plaignent de la direction qui est prise par pour le moment la société, mais qui reste confiant, mais sur le futur des prochains projets, mais ils disent que sur ce qui sort, comme la fameuse montre qui est sur Kickstarter, ouais. Il dit elle peut se faire facilement exploser par la concurrence, dont l'Olio Watch et d'autres. Ouais. Donc c'est ce que j'allais dire. Pas beaucoup d'avance. Est-ce qu'il n'y a pas un effet Apple Watch derrière tout ça, quelque part? Parce que on a déjà parlé, est-ce que depuis que la Watch est sortie, est-ce que ça met pas un petit peu toutes les autres dans l'ombre? Ça attaque pas mal la concurrence. Je trouve que sur tout ce qui était marché Android, ça a pas mal réagi. Google a sorti plein d'updates sur les softs pour avoir la connexion Wi-Fi et ça a été lancé il y a quelques jours à peine, justement la mise à jour, parce qu'ils l'ont annoncé quasi en même temps que l'Apple Watch, ouais. Mais ils viennent de la mettre sur les montres Google Wear. Et ils viennent de faire la même chose sur des dessins. Donc j'ai pas encore pu l'essayer, mais apparemment on peut aussi maintenant dessiner sur sa montre Android. Si ça vous rappelle quelque chose. Voilà. Et donc oui, ça met à mal la concurrence. Et des plus petites boîtes ont peut-être un peu plus de mal à se retourner que des Google. Parce que en plus, Pebble, il faut rappeler le concept, c'est quand même une montre connectée, mais relativement minimaliste dans son affichage, parce qu'elle utilise une technologie peu gourmande en énergie, mais du coup aussi... Oui, c'est ça. Donc du coup aussi, ça limite aussi l'utilisation de l'écran à certaines fonctionnalités que d'autres n'ont pas cette restriction et permettent de faire plus de choses. Mais en contrepartie, ils ont une autonomie monstrueuse. Et oui, c'est ça. Oui, et c'est $99, donc c'était pas non plus des trucs monstrueux. Alors il y en a d'autres qui doivent s'inquiéter, hein, des Fitbit qui ont aussi une série de bracelets connectés qui, ils ont un target qui est plus au niveau du sportif, mais Apple va certainement leur grappiller quelques grosses parts de marché d'un coup, donc ou au contraire élargir le marché parce qu'ils vont l'amener chez des gens qui ne s'y intéressaient pas jusque-là. Je fais une toute petite parenthèse puisque tu parles du Fitbit. Je lisais un article concernant l'e-santé. Hein, on en parle de plus en plus d'objets connectés liés à la santé, de big data liés à la santé, etc. Pour l'instant, c'est un marché mondial de 2,7 milliards de dollars avec une progression annuelle de 7%. Donc, si vous voulez faire des thunes dans le numérique et dans la santé, je pense que c'est le moment de s'inscrire dans cette
voie-là, parce que c'est vraiment le truc d'avenir au niveau de la technologie. On voit que toutes les marques, Apple en tête évidemment, et Google aussi, se jettent sur ce genre de marché. À suivre donc, et pour l'avenir de Pebble, et pour la santé, évidemment. On est toujours à la lettre B, oui, on ne l'a pas quitté, on va retrouver Marc pour parler de, devinez quoi, de la Surface 3. De Brozouf, voilà, effectivement. Et de la Surface 3. Et de la Surface 3, mais cette fois-ci, pour faire écho à l'augmentation de prix qui a eu lieu chez Apple, oui. Microsoft a fait la même chose, dans des proportions un peu plus raisonnables quand même, on va dire, mais c'est surtout la Surface Pro 3 qui a morflé, avec en moyenne des augmentations de prix qui vont de 6 à 15 voire 17%, mais pas seulement sur le matériel lui-même, mais également sur les accessoires, parce qu'on s'étonnait à l'époque que les accessoires, à savoir la type cover et la station d'accueil, étaient plus chers pour une Surface 3 que pour une Surface Pro 3. Ouais. Voilà, faudra plus s'étonner. Maintenant, c'est le même prix pour tout le monde. Donc, le type cover passe à 150 €, la station d'accueil passe à 230 €. Voilà. Encore une fois, c'est le jeu des taux de change entre l'euro et le dollar qui fait un peu le bonheur ou le malheur des gens. Toujours est-il que, d'un point de vue marketing, moi je reste persuadé que Microsoft aurait pu absorber en partie ce genre de choses. Ouais. Apple, je ne relève même pas, eux ils sont coutumiers du fait de convertir 1 € égale 1 $ depuis trop longtemps. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai. Par contre, pour ceux qui veulent se dépêcher, je rappelle qu'il y a toujours pour l'instant une promo en cours chez Coolblue. Vous achetez une Surface 3, vous avez la type cover gratuite. Non, je n'ai pas d'option. Non, je n'ai pas d'option, rajoute-t-il. Et je n'ai pas d'action chez Coolblue, mais je trouve l'action sympa, c'est tout. Voilà. Ouais, je suis sûr que ça se fait chez les autres vendeurs. Si Amazon, ça ne se fait pas, par contre. Maintenant, chez LDLC, ce n'est pas impossible. Donc voilà, renseignez-vous. MediaMarkt, Krefeld, Vandenborg. Ils vendent des surfaces chez Vandenborg. Renseignez-vous chez vos revendeurs habituels. N'écoutez Aldi, pas tout ce qu'on vous dit. Deleuze, Carrefour. Ceci dit, de l'informatique chez Aldi, ça s'est déjà vu. Oui. Sans rire. On va passer à tout à fait autre chose. À G, comme Google, justement. Il y a une nouvelle fonctionnalité. Alors, j'ai pas très bien compris, j'ai pas très bien suivi non plus. Il faut dire, Sébastien, il est possible de partager des liens en musique. De quoi s'agit-il ? Voilà. Merci. Alors, en fait, c'est simple. Aujourd'hui, vous avez un téléphone. Ouais. Et vous avez un lien vers un site que vous trouvez sympathique. Et vous dites, oh allez, merde, je vais aller sur mon PC pour lire la suite parce que finalement, le site, il est sympa. Trop petit écran, je veux la suite. Ouais. Mais la page est longue. Ouais. Que faire ? Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On partage, on met sur des Reddit letters, des machins, des favoris, tu te l'envoies par mail. Ouais. C'est lourd et pénible. Et Google se dit, c'est vrai que finalement, pour avoir une solution facile, vous avez un PC, vous avez un smartphone, vous avez un micro, vous avez des casques. Ah non, je te sens venir. Vous allez jouer un son qui est le lien vers votre URL et Chrome va automatiquement retaper le lien de l'autre côté. Et ben voilà, ils ont osé. Ils ont osé. C'est totalement inutile. Voilà, bienvenue ils ont ressorti le DTMF. Ici, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Pour les liens. C'est incroyable. T'as essayé, ça marche ? J'avoue que j'ai pas essayé, j'ai trouvé ça ce matin, je trouve ça génial. Et juste d'y avoir pensé, je trouve ça... Donc le système, pour être clair et synthétique, le système traduit, c'est un raccourcisseur d'URL en audio. Il traduit les 5 ou 6 caractères qui vont derrière le raccourcisseur par des notes. Voilà, c'est pas complètement crétin. Non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est vraiment bien. C'est rapide en même temps. C'est rapide, c'est simple, tu dois plus rien envoyer. Et puis comme c'est intégré dans Chrome, voilà, c'est vite fait, quoi. C'est avec une extension, mais c'est super simple. Donc je trouve le truc génial. Le mec, il va essayer toutes les URL qu'il a pour voir s'il n'y a pas un tube à potentiel. Oui. J'allais justement le dire, on va voir sortir des tubes maintenant. Ça peut être original. Donc les liens en musique, ça s'appelle comment ce truc ? C'est Google Tone. Google Tone. Et d'ailleurs,
on pourrait pour le prochain podcast proposer le tone des technos. Oui, on va le trouver. On va essayer. C'est rigolo comme tout, parce que c'est le QR code audio, en fait. C'est rigolo, effectivement. On reste chez... Non, mais attends, c'est pas bête. Demain, tu mets ça dans une publicité, c'est encore plus facile que un QR code que tu dois scanner à la télé. Hein. Oui, ou de devoir utiliser une application pour... c'est tellement simple que pourquoi on n'y a pas pensé avant? Effectivement. Non, on va y réfléchir, on va faire un truc dans ce sens-là. On reste chez Google pour parler de Google qui se met au dubstep avec... alors, je suis en train de dire un truc que je comprends pas. Dis-moi de quoi s'agit-il? Skrillex, tu ne connais pas Skrillex? Et donc maintenant on met des mots-clés, là on est sûr qu'on est référencé. Et ben, Skrillex c'est probablement, si on veut, je vais pas me faire fracasser, le duo du dubstep pour le moment. Hein. Donc c'est un jeune gars qui fait... c'est un Américain je pense. Hein. Et tu as certainement déjà entendu la plupart de ses titres. Si, je suis sûr. Possible. Et donc, je te rassure. Voilà, ici c'est ce qui m'a fait tiquer, c'est que bon, déjà de base, j'aime bien Skrillex, voilà, faut pas taper, mais c'est que Google se lance dans le fait de créer des covers pour vos téléphones et que pour ce faire, eh ben, il s'inspire et il s'associe à des artistes, justement ici, avec Skrillex et son chien. Donc, faut regarder la vidéo, hein, parce que c'est un gars assez délirant. C'est de la non-actu absolue. Non, ça je dirais pas. C'est pas de la non-actu. Non, je dirais pas ça. Ils font comme les autres. Hein, ils font comme certains font des covers en cuir. Ben eux, ils s'associent à des stars du dubstep. Ok. Et demain, ce sera peut-être. Non, mais c'est comme les fringues avec des stars du baseball ou du basket ou de voilà. Commence à faire des coques. Oui, c'est ça que je comprends pas. C'est Google. Qu'il se soit associé avec une star comme Skrillex, effectivement, qui est le numéro 1 sur le marché sur le secteur du dubstep aujourd'hui. Ok. Bon. Mais pour faire des coques, Google. Oui, et alors tu peux faire des custom cases. Donc je ne sais pas si c'est que des coques ou si c'est aussi des phones custom. Non, ça a plutôt l'air d'être juste des cases. Donc bon, voilà. Je trouvais ça drôle. Ceci dit, les coques sont jolies. Non, il y en a des belles. Ouais. Non, mais c'est Skrillex. Il est très bon, le gars. Faut l'écouter. On mettra le lien évidemment avec le blog. Vous pourrez voir. Il y a beaucoup plus que ce qu'on peut vous montrer ici dans la vidéo, évidemment. On passe à la lettre W. Oui, hein. Oui. Et on reste chez Seb d'ailleurs, parce qu'on clôture tout doucement ce numéro. J'en ai parlé au tout début de ce numéro. Le podcast débarque chez Spotify et chez Deezer également. Écoute, là par contre, j'avoue que j'ai pas grand chose à en dire de plus, parce que Spotify a annoncé qu'il introduisait aussi les clips vidéo, les playlists basées sur ton activité, donc je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je suis absolument pas un utilisateur de Spotify, donc aucune idée, mais apparemment, d'après ce que j'ai compris, alors c'était Deezer ou Spotify, il y en avait un des deux, parce que j'avoue que j'ai perdu la trace, qui allait pouvoir modifier la musique qu'il allait t'afficher en fonction de ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que si tu es en train de faire ton jogging, que tu cours, que tu es essoufflé, eh ben, il va te foutre de la techno, il va te mettre du Skrillex et t'es reparti. Et si tu es en train de te reposer, il va te mettre un peu de Vivaldi ou que sais-je. Oui, c'est Spotify, effectivement, qui va embarquer dans son application une fonctionnalité qui va mesurer, je suppose, avec accéléromètre, gyroscope, etc., ton rythme de course et qui va s'adapter automatiquement, qui va adapter le style de musique à ton style de course, etc. Voilà. Faisant de vous un coureur meilleur, plus rapide et plus fort, je cite. C'est ça. Alors celui qui écoute de la valse pendant qu'il est en train de courir, c'est qu'il n'est pas très bon. Non, mais ça on le verra tout de suite. On verra tout de suite ce qu'il écoute en courant. Hein, s'il écoute de la valse, les entrechats dans les carrefours, ça va être bizarre. Par contre, moi je trouve quand même que le truc à retenir ici, c'est le fait que Spotify, en tout cas, va s'aventurer, comme on l'avait évoqué le podcast dans le numéro 34, que Spotify a confirmé qu'il va s'aventurer sur le marché de la vidéo. Aussi, ouais. Et notamment, avec quand même quelques petits partenariats qui sont déjà bétonnés. Et pas des moindres, Disney, NBC, ABC,
le TED, BBC. Donc voilà, il y a quand même déjà pas mal de trucs qui sont bétonnés. Est-ce qu'iTunes aurait de soucis à se faire? Probablement. Peut-être, enfin, c'est un acteur de plus, on va dire. Oui, mais le marché commence à être encombré. Il commence à y avoir du monde. Je reviens 2 secondes sur l'information de base qui provoque ces commentaires. C'est le podcast qui arrive sur ces plateformes, truc qui nous intéresse au premier plan. Vous vous imaginez bien, évidemment, plus on est sur des plateformes différentes, mieux c'est pour nous, parce que notre but, c'est de partager ce qu'on a envie de dire avec vous et vous avec nous, et donc plus il y a de plateformes, mieux c'est pour nous. Par contre, quel va être notre contrôle possible sur la manière dont nos podcasts vont être diffusés, ça on n'en sait encore rien. Pour l'instant, en tout cas sur Deezer, ce sont des partenariats avec des médias existants ayant pignon sur rue, donc autant dire ce que vous pouvez entendre à la radio par exemple, ou ce que vous pouvez déjà trouver sur des sites d'information autres exemples, mais par contre des podcasts indépendants comme le nôtre n'y auront pas, en tout cas dans un premier temps, pas accès. Et ça, je trouve ça quand même un petit peu dommage, parce que ce qui fait la richesse des podcasts aujourd'hui, c'est justement le foisonnement de contenus différents. Si c'est pour retrouver tous les mêmes contenus partout, tout le temps, ça risque très vite d'être lassant. Et du coup, je pense que c'est plus vraiment un argument, c'est juste 2-3 trucs en plus pour mettre dans son baladeur ou faire un jogging en écoutant le journal qui est passé à la radio. Je vois pas trop l'intérêt. Mais de toute façon, pour l'instant, c'est quelque chose qui est encore disponible de manière extrêmement limitée. Deezer, c'est pour la France. On n'y a pas encore accès. Deezer, c'est pour la France. Pour Spotify, donc ça fera partie de ce qu'ils appellent leur nouvelle expérience Spotify Now. Ouais. Donc, qui est censé vous apporter effectivement les playlists personnalisées en fonction de votre goût, de votre humeur, de votre activité, etc. Ouais. Et tout ça, par contre, est actuellement uniquement disponible pour la plateforme iOS, une fois de plus. Android et Windows Phone sont oubliés. Et uniquement pour les résidents des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la Suède. Les autres... Pour l'instant, on n'en sait encore rien. Ouais. Non, il y a des limitations chez Deezer aussi au niveau territorial. L'autre point que je voulais juste aborder, puis je te passe la parole, Sébastien, c'est Qit des finances, parce que eux, ça leur fait du contenu gratuit finalement, qu'ils diffusent sur leur plateforme, et ça devient un argument, comme la musique, etc. Donc les musiciens, enfin la musique est très mal rétribuée par ces plateformes, on le sait bien, mais les Qit des podcasts, la question reste en suspens. Hein, j'ai pas de... Voilà. C'est un petit peu facile, je trouve, de récupérer du contenu sur Internet et de dire on va le prendre pour notre compte et le diffuser sans se poser ce type de questions. Je trouve ça assez particulier. Seb? Oui, enfin c'est pas encore tranché, on sait pas encore c'est pour ça que comment ça va se passer. Hein. C'est juste, ils annoncent qu'ils vont supporter des podcasts. Moi, ce que je voulais relever en mettant cette actu, c'est pas Spotify ou Deezer, parce que je suis pas fan de ces plateformes. Enfin, je suis pas utilisateur. C'est que ces 2 plateformes qui sont quand même relativement importantes, elles ont des énormes communautés. Et elle s'intéresse au podcast. Donc c'était juste pour dire que aujourd'hui le podcast c'est plus un truc de geek dans sa cave. Il y avait des plateformes pour le diffuser, et ces dernières semaines, il y a de plus en plus de grandes plateformes grand public qui commencent à se dire bah tiens, le podcast finalement c'est pas si mal. Attention, le podcast n'a pas, quand tu dis c'est pas que des trucs un truc de geek au fond de la cave. Ça fait un moment que les podcasts se sont professionnalisés, en tout cas du côté anglo-saxon, beaucoup plus rapidement que du côté francophone sans doute, mais il y a quand même pas mal. Ça s'accélère. Il y a clairement une accélération, mais une accélération qui était un petit peu prise de court dans l'histoire du podcast, si on reprend la jeunesse du podcast, justement par les médias traditionnels qui ont pris pied sur les plateformes, enfin la plateforme, en l'occurrence iTunes, existante à un moment donné, et qui a pris la place des les 50 principaux podcasts sont tous liés à Europe 1, France, Radio France, enfin les médias traditionnels, la radio traditionnelle. Et donc les podcasts indépendants comme le nôtre, comme d'autres, n'ont plus vraiment droit de citer. Et c'est là qu'il y a eu une espèce d'appauvrissement du secteur. Et là, il y a une espèce de relance qui se fait où on peut lutter à armes égales sur ces plateformes-là. En tout cas, on l'espère, avec des médias plus conventionnels. Je ne sais pas si Marc avait quelque chose. Je voyais Marc foragiter tout d'un coup. Non, pas du tout, non. J'étais en train simplement de chercher 2-3 infos pour mon dernier sujet. Ah oui, parce qu'il y a encore un dernier sujet, on n'a pas fini. Si vous avez des infos, effectivement, concernant, ou des opinions concernant cette affaire de podcast sur Spotify ou Deezer, n'hésitez pas à nous le faire savoir, hein, comme d'habitude. On termine, Marc, avec... c'est quoi? C'est une extension Chrome, c'est une extension pour Chrome, oui. Qui permet de faire de l'économie de RAM, parce qu'on le sait bien, Chrome, c'est peut-être un OS très performant, qu'on aime bien
bien parce que voilà, plein d'outils pratiques dedans, liés à son compte Google aussi. Ça peut avoir une signification pour pas mal de gens, mais gourmand, très gourmand. C'est surtout une tendance qui se manifeste dans à peu près tous les browsers aujourd'hui, que ce soit Chrome. Bon, moi, je suis un utilisateur de Chrome. Chrome est quasi ouvert en permanence sur ma machine. Sébastien, je sais qu'il est plus fan de Firefox, mais on rencontre tous les deux le même problème, à savoir qu'après quelques heures, t'as 1 giga, 1 giga et demi, 2 gigas qui sont bouffés par le browser et qui commencent franchement à mettre la machine un peu à genoux. Oui. Et donc, en fait, il y a un type qui a fait une petite extension pour Chrome que l'on trouve sur le Chrome Store, toute conne, qui s'appelle The Great Suspender. Et ce truc va te permettre, en fait, de mettre en veille, de suspendre les onglets que tu ne veux pas utiliser ou tu ne veux pas actualiser et de les réveiller quand tu en as besoin. Alors tu peux le faire de manière programmée, c'est-à-dire que tu décides que tous les onglets se mettent en veille automatiquement après X temps. Tu as un délai qui va de 2 minutes à plusieurs heures. Tu peux choisir de ne pas mettre en veille les pin tabs, donc autrement dit les onglets que tu gardes en permanence ouverts dès le démarrage de ton browser. Ouais. Tu peux aussi choisir de ne pas forcément désactiver les onglets où il y a des formulaires en cours de remplissage. Voilà. Et tout ça, effectivement, fait que moi, j'ai installé le truc hier, j'ai un peu joué avec, et effectivement, la consommation mémoire de Chrome est tombée en flèche. Ouais. Et c'est surtout sensible sur mon laptop de travail où dès que Chrome commence à prendre un peu trop de mémoire, j'ai le ventilo qui se met en route en mode hélicoptère, c'est insupportable. Ici, j'ai pu travailler pendant toute une journée en ne l'entendant que de manière extrêmement sporadique. Alors j'avais envie de te poser la question, parce que j'avais vu cette information aussi, je pense que je suis loin d'être le seul, hein, ça a beaucoup circulé, tous les utilisateurs de Chrome, à mon avis, sont bien au courant, enfin en tout cas ont eu vent de cette histoire. Moi, la question puisque tu l'as testé, la question que je me posais, c'était la sortie de mise en veille d'un onglet, par exemple, est-ce qu'elle est instantanée? Tu cliques sur l'onglet. Non, il faut compter 1 ou 2 secondes. Quand même, oui. Ouais, bon, c'est une extension, ça se développe, ça se maintient, ça s'améliore. Mais effectivement, si tu as, comme on l'a souvent, une quinzaine ou une vingtaine d'onglets qui peuvent être ouverts en même temps, et que tu as des désactivations, tu peux aussi paramétrer selon le type selon l'URL, etc. Oui, c'est ça, ouais. C'est quand même pratique, effectivement. Facebook, si tu as l'onglet Facebook ouvert, t'as pas envie qu'il se mette en route tout le temps. D'autant que c'est vrai qu'on a des pages web ouvertes dans des onglets qu'on garde juste pour mémoire, quoi. En gros, j'irai jeter un œil quand j'aurai un peu de temps, mais plutôt que de fermer l'onglet, on le garde comme ça, des fois plusieurs jours. Exact, et parfois, ta machine, elle se prend comme ça, full mémoire, et tu te prends... et quand tu as 30 onglets ouverts, voilà. Donc franchement, non, ça vaut la peine, c'est une petite extension sympa, et je suis quasi certain qu'il doit exister la même chose sur Firefox. On se renseignera d'ailleurs. The Great Suspender, c'est son nom. Il suffit d'aller chercher dans le Chrome Store, hein, dans le Web Store. Je vais y arriver. Dans le Chrome Web Store, effectivement, pour l'installer. Et puis, si ça vous plaît pas, vous le désinstallez. C'est ça l'avantage avec les apps sous Chrome, c'est que c'est pas si invasif que ça, quoi. Je veux dire, on a connu des trucs sous IE qui étaient bien plus invasifs et difficiles à désinstaller que ce genre de trucs. Donc voilà, on a fait bien le tour de la question. Je voyais Sébastien chercher fébrilement l'équivalent Firefox, c'est ça? L'équivalent existe. Alors ça s'appelle Dormancy Suspend Tab, Bar Tab ou Bar Tab Vide. Donc il y a le truc qui existe. Je voulais juste... Alors je vais faire un petit peu d'expérimental avant que... Alors je sais pas d'où le son va sortir. Si ça raccroche... Non. Voilà, ça c'était lestechno.be. Je vous le refais une dernière fois pour le plaisir. Mais voilà. Et c'est même mélodieux en plus. Je te colle un rythme derrière, c'est magnifique. Je pense qu'on a notre prochain générique. Marc, je te confie cette mission, puisque tu le proposais si sympathiquement. Donc je pense qu'on a fait le tour de la question sur plein de sujets qui nous ont titillés cette semaine en matière de nouvelles technologies. Tu voulais rajouter un truc, Seb? Je te vois encore. C'est exceptionnel ce son. C'est exceptionnel. Ce n'est pas PornTube ou un truc comme ça. C'est intégré donc dans Chrome. Ça va, on va la noter, je pense que c'est bon. Rechantez-le. N'hésitez pas, c'est l'instant. Je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve très prochainement avec du hors-série. Il y en a encore d'ici la fin de la saison. Et puis le numéro 36, ce sera la semaine prochaine. Merci beaucoup, Marc. Et merci également à Sébastien. À très bientôt. Au revoir.